Bienvenue à cette petite vidéo de méthodologie. On va donc passer un petit moment ensemble avec un sujet type bac et sa correction pour réviser comprendre la méthode de l'étude critique de documents. On a ici un sujet composé de deux documents, comme vous pouvez le voir. D'un côté, il y a donc le fameux J'accuse, un extrait du fameux J'accuse d'Émile Zola du 13 janvier 1898. Et puis, il est accompagné, pas à l'époque, mais dans le sujet type bac, d'une caricature, d'un document iconographique tiré des journaux d'extrême droite de l'époque, le fameux Libre Parole, la Libre Parole d'Édouard Dreux. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une analyse critique de documents, dans une étude critique de documents? La première chose que l'on fait, c'est analyser le sujet. C'est donc voir quelle est la consigne de ce qu'on nous demande de problématiser. Et donc, avant de se lancer dans la lecture des documents, il vaut mieux savoir qu'est-ce qu'on attend de nous. Si le sujet est assez simple, étude critique de documents, à partir de ces deux documents, vous montrerez quel rôle joue la presse dans l'affaire Dreyfus. À partir de ces deux documents, vous montrerez quel rôle joue la presse dans l'affaire Dreyfus. Donc, on va chercher, comme dans tout sujet, des mots-clés à définir et puis peut-être des indications d'un contexte spatio-temporel, que ce soit un sujet donc d'histoire, un sujet de géographie, de Sciences Po, ou d'autres sciences sociales. Donc ici, le mot-clé, c'est donc la presse, hein, et l'indication spatio-temporelle, c'est pendant l'affaire Dreyfus. Donc la presse, qu'est-ce que c'est? C'est le mot qu'on utilise pour parler en général des médias écrits, hein, ils sont d'ailleurs l'essentiel des médias à la fin du 19e siècle, il n'y a rien d'autre, hein, peut-être un peu d'actualité cinématographique, mais l'essentiel de la communication vers l'opinion publique d'information, hein, le vecteur, on définirait le mot média, le vecteur d'information principal, c'est la presse, donc les médias écrits sur support papier. Et puis, pendant l'affaire Dreyfus, donc ça nous montre que notre contexte, c'est la situation, c'est la France de la fin du 19e siècle, et donc une période qui s'étend de 1893-94 jusqu'à 1906, donc acquittement définitif, hein, de Dreyfus, réhabilitation plus exactement de Dreyfus. Très bien, une fois qu'on a compris notre sujet et compris sa problématique, donc quel est le rôle de la presse justement dans cette crise politique majeure du XXe siècle en France, on va passer à la lecture et l'analyse des documents. Donc, vous pouvez faire donc une pause, hein, enlever ma petite vidéo s'il le faut, vous faites une pause et vous lisez tranquillement l'extrait du document de Dreyfus. Et puis, quand vous avez fini, vous remettez, et vous allez voir, j'ai trouvé une petite vidéo, je la montre maintenant, hein, c'est un extrait du film L'affaire Dreyfus de Yves Boisset, c'est un téléfilm, hein, et vous allez voir le moment où Zola va proposer justement à Ernest Vaughan, l'homme qui est à la tête du journal L'Aurore, la publication de son texte. Plus rien n'attend des voies légales. L'acquittement d'Esterhazy nous en fournit la preuve définitive. Le seul recours, c'est l'opinion publique. Faut frapper un grand coup, la saisir, l'émouvoir. Faire comprendre l'affaire dans son ensemble, dans ses mécanismes et ses machinations. Il faut écarter toute prudence, toute précaution. S'il y a procès, ce sera devant une juridiction civile. Plus de dossiers secrets, tout sera discuté en plein jour. Dites-moi, si je comprends bien, vous pensez à une troisième brochure, Monsieur Zola. Après votre lettre à la jeunesse, après votre lettre à la France, une lettre sur l'affaire, bien ça. Non, Monsieur Vaughan, pas de brochure cette fois-ci.
C'est dans la presse quotidienne qu'il faut intervenir désormais. La presse va jouer un rôle nouveau, essentiel, dans la vie politique et culturelle. Nous l'avons déjà vu dans toute cette affaire. Nous avons vu la basse presse en rut, bâton monnaie avec les curiosités malsaines. Plus haut dans l'échelle, les journaux populaires, ceux qui font l'opinion de la foule. Nous avons vu souffler les passions les plus atroces, les plus sectaires. Quant à la grande presse dite sérieuse et honnête, se content de tout enregistrer, la vérité comme l'erreur. J'ai décidé de ne plus donner d'articles au Figaro. Ce journal vient de tomber dans le camp de l'antidreyfusisme systématique. Je vous propose ma lettre au président de la République, monsieur Vaughan. J'accepte. J'accepte sans hésiter. Quand l'aurez-vous écrite? Elle est écrite. J'en ai terminé la rédaction cet après-midi. J'y ai travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, depuis 48 heures. L'acquittement d'Esterhazy était prévisible. Il fallait s'y préparer. J'aimerais vous lire ma lettre au président de la République. Allez-y, monsieur Zola, je suis prêt. Monsieur le président de la République. Permettez-moi, mais j'aimerais, si possible, que toute la rédaction de l'Aurore assiste à la lecture de cette lettre, si vous en êtes d'accord. Oui, oui, bien sûr. Mes amis, venez tous dans mon bureau. On enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse. On verra bien si l'on ne vient pas de préparer pour plus tard le plus retentissant des désastres. Mais cette lettre est longue, monsieur le président, et il est temps de conclure. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Boisdeffre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. J'accuse. Voilà le titre. En caractère d'affiche, sur toute la première page. On tire à 300 000. Demain matin, il nous faut des centaines de crieurs de journaux. Prévoir un affichage massif. Merci. J'accuse. Le meilleur titre, en effet. Voilà, une fois que on s'est remis dans le contexte de l'époque grâce grâce à ce téléfilm, il nous reste à présenter donc les documents.
Tout ça, on va essayer de le faire avant de construire un plan pour bien être sûr, pour se protéger des documents. Il faut comprendre déjà un peu quel est le point de vue de l'auteur, quelle est sa position. Pour présenter un document, il y a trois grands axes incontournables et obligatoires. Donc l'auteur, la nature, la date ou le contexte, et puis éventuellement l'intérêt historique, ce qui permet de le petit truc mnémotechnique, la formule en dit. En réalité, seuls les trois premiers sont fondamentaux. Alors allons-y. Donc l'auteur, ce n'est pas seulement recopier le nom de l'auteur, ça tout le monde peut le faire, même un élève de 6e. Ici, on est déjà en train d'utiliser des connaissances, déjà en train de montrer qu'on a compris de quel type de document il s'agit. Quel type de personnalité est l'auteur, à quel moment de sa vie a-t-il écrit, quel est son point de vue, quelle est l'importance de la publication de ce document ou pas dans sa vie, etc. Donc, on peut les présenter en même temps. C'est d'ailleurs plus efficace de présenter deux documents en même temps. Donc, les auteurs sont de type complètement différent. Il y en a un, c'est l'écrivain le plus célèbre en France, de la société française, le plus grand romancier, Émile Zola, qui a déjà publié les 20 tomes de sa saga Les Rougon-Macquart, une grande fresque sur la France de l'époque, avec l'Assommoir, Germinal, Nana, la Curée, qui montre que Zola est un écrivain naturaliste, très sensible à la situation sociale. C'est un républicain qui a des grandes valeurs universelles. Il est au sommet de sa gloire. Il attend d'entrer à l'Académie française. Et c'est justement cette célébrité qu'il va utiliser pour défendre Dreyfus, pour relancer l'affaire. De l'autre côté, on a un caricaturiste, Bruno, peu connu. Il fait partie de ces caricaturistes, ces dessinateurs d'extrême droite, antisémites, réactionnaires, comme le sont Carandache, comme le sont Faisan dans Le Figaro. Et beaucoup de ces caricaturistes publient aussi dans des journaux d'extrême droite, comme La Libre Parole, dont on voit ici une couverture, une une, avec le portrait chassant Dreyfus dans les caniveaux de son directeur, Édouard Drummond, un sinistre antisémite qui a publié un livre, La France juive, qui dénonce le complot des Juifs qui veulent prendre le pouvoir en France, et un livre qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires en 1885. Donc la Libre Parole, c'est un journal, donc un des principaux journaux d'extrême droite qui sont à l'origine de l'affaire Dreyfus. Deuxième temps, il faut montrer quelle est la nature et le destinataire du document, quel type de document et à qui il s'adresse. On a donc d'un côté, on a deux documents sur support papier, donc deux documents de presse. L'Aurore, le J'accuse de Zola dans l'Aurore est donc une tribune d'opinion, un article d'opinion long sur 5 colonnes. C'est même un éditorial, c'est-à-dire l'article le plus important de ce numéro ce jour-là. Et donc, ce J'accuse est non seulement adressé au président de la République, comme le montre son titre, mais il est évidemment adressé à l'opinion publique française qu'il veut remuer, il veut relancer l'affaire, et cet exemplaire sera vendu à plus de 200 000 exemplaires, pense-t-on, ce jour-là. L'Aurore étant un journal plutôt de centre-gauche, radical socialiste, qui était un quotidien qui existait depuis très peu, depuis quelques années, et qui n'était pas un des quotidiens les plus lus à l'époque. Deuxième document, un document de nature iconographique, donc une caricature. Qu'est-ce qu'une caricature? Un dessin qui simplifie une situation, un dessin souvent politique et satirique, qui donne une image simple, un message simple et percutant. À qui est-il destiné cette fois-ci? Il est destiné au lecteur d'extrême droite du journal La Libre Parole. Vous voyez, la présentation, c'est quand même quelque chose d'assez facile, mais de rigoureux. Il faut importer donc des méthodes et des connaissances. Enfin, troisième point, le contexte. À quel moment ces documents ont-ils été produits? Dans quel contexte international? On est dans les années 1890, on sort d'une crise économique, la Grande Dépression. C'est pour ça que les mouvements populistes, démagogiques ont un certain succès. La société ne va pas très bien.
On est à un moment où la Troisième République s'épuise un petit peu. Il y a eu une série de crises importantes. En France, c'est la montée du nationalisme. Après la défaite de 1870, donc toute une série de Français, notamment l'élite militaire, une série de dirigeants, nourrissent l'esprit de revanche. Il faudrait se venger contre l'Allemagne, récupérer l'Alsace et la Lorraine. Donc un nationalisme qui devient agressif. Et puis finalement, le contexte de l'affaire Dreyfus, qu'on ne va pas développer en introduction parce qu'on aura l'occasion de l'évoquer avec le texte de Zola. Donc, un grand scandale judiciaire, une affaire d'État suite à une erreur judiciaire qui condamne un pauvre, l'unique capitaine de juif de l'état-major français, donc l'unique juif qui est au sommet de l'armée en France. Okay. Quant à l'intérêt historique, je pense qu'il vaut mieux le garder pour la conclusion, c'est-à-dire terminer en se disant finalement ces deux documents, quel était leur intérêt historique? Est-ce qu'on les a bien choisis ou mal choisis? Est-ce qu'ils sont représentatifs du problème qu'on voulait nous soumettre et en quoi? Donc laissons l'intérêt historique pour la fin. Enfin, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, il va falloir analyser les documents, regarder quels éléments on peut utiliser. Alors, on va faire simple, je ne veux pas non plus que ça dure 2 heures, puis on n'a pas beaucoup de temps non plus à son brouillon. Donc, une fois qu'on a lu, on a souligné avec des stabilo-boss 2 ou 3 grandes thématiques qui vont rentrer. Alors, je vous en propose 3 ici chez Émile Zola. La première, ce sont les valeurs universelles qu'invoque Émile Zola pour justifier la publication de cet article, qui est un article très violent, qui va d'ailleurs le pousser, qui va le faire condamner, qui va le faire envoyer en exil. Donc, ce sont toutes ces valeurs d'un républicain, d'un démocrate, l'humanité, la justice, la vérité, interdire qu'une erreur judiciaire ait lieu. Aucun démocrate peut justifier qu'une erreur puisse être commise contre un seul citoyen. Il faut tout faire, c'est inacceptable. Donc Zola est un bon républicain et son texte réutilise de façon récurrente ces grandes valeurs dont il se réclame. Deuxième thème, c'est évidemment tout simplement son point de vue sur l'affaire. Les accusations très lourdes qu'il émet contre la machine militaire. Donc ce point de vue simple, finalement, qui est que pour lui, on sort, si vous vous rappelez des étapes de l'affaire Dreyfus, de l'accusation du capitaine Esterhazy, de l'officier Esterhazy, qui est le véritable coupable. On sort de son acquittement. Donc le coupable a été acquitté alors que Dreyfus, qui était innocent, a été condamné. Voilà ce que Émile Zola ne peut pas supporter. Voilà pourquoi il publie cet article. Donc on pourra expliquer un petit peu le contexte de l'affaire. Et puis j'ai mis en vert quelque chose, on n'est pas que dans l'histoire de la géo, de la science po, on a aussi sensibilité aux stratégies communicatives, la façon dont le texte est construit. Zola est un grand journaliste, on n'a pas dit, mais avant d'être écrivain, il a écrit des centaines d'articles, d'éditoriaux, de tribunes, de critiques d'art dans les grands journaux parisiens. Et donc Zola utilise toute une série d'artifices, d'envolées lyriques, de construction de son texte. Et c'est on a l'impression que c'est un texte quasiment parlé, déclamé, puisqu'ils ont osé, j'oserais aussi moi. J'accuse, ce j'accuse qui tombe de façon itérative, renouvelé comme un coup de canon, un coup de tonnerre. J'accuse le général Boisdeffre, j'accuse enfin et j'accuse. Et puis ça termine par cette fin flamboyante, ma protestation enflammée n'est que les cris de mon âme, qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. Donc Zola critique que l'enquête a eu lieu à huis clos entre militaires, et lui, ce qu'il cherche, c'est qu'on accuse de diffamation, pour qu'on remette l'enquête sur la place publique, alors que Dreyfus semble définitivement condamné par l'acquittement d'Esterhazy. D'ailleurs, Zola va réussir son coup. Alors, ne pas oublier, puisque le texte est accompagné d'une image, donc de la une de ce journal, avec le fameux « J'accuse », eh bien, il faut savoir analyser et utiliser aussi
cet extrait de la une de l'Aurore de ce jour-là. Et donc, pour cela, on a donc un vocabulaire technique, donc médiatique qu'il faut connaître. C'est par exemple l'essentiel, c'est le bandeau, où en général on apprend quel est le titre de presse, quelle est donc sa philosophie littéraire, artistique, sociale ou son parti politique. Et puis, plus important encore, ici, la manchette, c'est-à-dire le titre fondamental qui va impacter le public, la première chose que lit le public. Et ici, évidemment, c'est ce fameux j'accuse avec sa typographie, ces 3 petits points, ce point d'exclamation. C'était comme quelque chose d'assez révolutionnaire à l'époque, avec le mot président de la République, Zola, personnalité connue. On veut vraiment faire vendre ce journal. Les vendeurs à la criée, les enfants qui vendent le journal dans toute la ville sont donnés à cœur joie. Et on en a vendu, je vous ai dit, de 100 à 300 000 ce jour-là. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on peut utiliser, notamment dans les stratégies de communication. Bien, pour la caricature, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Elle n'est pas forcément facile, cette caricature, mais on peut en tirer une série d'éléments. On voit le député Jaurès, un socialiste, donc un homme de gauche, qui défend Dreyfus, avec ce qui pourrait être un journal, La Petite République, ou une affiche de propagande. Il est sur une estrade et il est écouté par une série de personnes qui ont pris la forme dans cette caricature de poires. Moi, je pense que ce sont des poires. On le voit sur celle qui est sur l'estrade avec des feuilles. D'autres dans le public donc, ont des feuilles. Donc, ce ne sont pas des gouttes d'eau, ce ne sont pas des oignons, ce sont des poires. Et justement, on pourrait dire que la première idée de cette caricature, c'est l'idée que les Français sont comme des bonnes poires. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression française. Être bonne poire, c'est être crédule, être un peu facile à convaincre, manipulé donc par la presse républicaine et les républicains. Donc, l'opinion publique est victime des stratagèmes de méchants hommes politiques qui sont en fait au service de qui, évidemment, des Juifs et de l'étranger. Voilà le fantasme principal de l'extrême droite depuis longtemps. Donc le deuxième point qu'on pourrait dire, c'est justement une vision profondément antisémite. Il y a une représentation du capitaine Dreyfus avec une aurore de saint, de martyr, en se moquant de lui. Le mot capitaine est écrit avec un K, c'est-à-dire comme si c'était à l'allemande. Donc, pour montrer que le capitaine Dreyfus est au service de l'étranger, comme il est juif, c'est normal, il s'est vendu au plus offrant. Et puis, il y a la question de l'argent, puisqu'on vend les effets superbes uniformes, on vend les effets, on vend les habits du capitaine pour les pauvres juifs écrasés par le capital. Donc, il y a toujours cette idée que dès qu'il y a des juifs, il faut des questions d'argent, d'avidité. Et puis, il y a peut-être même un relent d'antisémitisme religieux avec la bouteille, l'élixir Jaurès. C'est Jaurès qui est sur le député Jaurès qui est sur l'estrade. Et comme un charlatan, un vendeur de produits miracles, comme on voit dans les westerns, cette bouteille d'élixir, l'eau du Jourdain, on a l'impression qu'elle est donc encore un produit juif. Le Jourdain, c'est en Palestine, c'est la vallée qui existe depuis l'Ancien Testament, le fleuve Jourdain, et donc il y a certainement une connotation religieuse. Et puis il y a un troisième thème qu'on peut voir, c'est justement qu'on a choisi de critiquer un député socialiste, et justement ce député socialiste qui est associé à des juifs qui sont certainement dans un complot international, eh bien, il recueille de l'argent pour les pauvres juifs écrasés par le capital. Et moi, j'ai envie d'y voir la naissance d'un mythe qui va être très important dans l'extrême droite européenne, notamment chez les nazis, qui est le mythe du judéo-socialisme ou du judéo-communisme. En réalité, c'est un mythe invraisemblable, complètement contradictoire, mais les extrêmes droites et les fascistes ne sont pas... On ne parle pas encore de fascisme à la fin du 19e siècle, mais c'est justement en France que ces mouvements d'extrême droite vont donner naissance au fascisme qui va se développer en Italie puis en Allemagne.
l'idée que les Juifs sont à la fois les grands banquiers qui complotent, qui construisent l'idée d'une prise du pouvoir dans le monde, qui n'ont pas de pays, qui n'ont pas de patrie, et de l'autre qu'ils sont à l'origine des idées socialistes et marxistes, hein, révolutionnaires, et que donc ils voudraient partager l'argent. Ça ne va pas du tout ensemble, hein. C'est soit des grands banquiers qui veulent être encore plus riches, soit c'est des communistes. Mais bon, donc c'est ce qu'on appelle l'idée du judéo-communisme, du judéo-marxisme, judéo-socialisme, qui est un peu contradictoire, et on pourrait la voir ici dans cette affiche, avec en tout cas l'idée qu'il y a une espèce de complot juif entre socialistes, juifs, étrangers, hein, qui menacent la France. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, on a étudié nos documents, évidemment ça va plus vite à l'écrit, mais là je vous l'expliquais, eh bien il faut qu'on construise un plan. Et ce n'est pas forcément le plus facile dans cette épreuve, et je propose toujours de réaliser un tableau. Il y a plusieurs plans possibles. Hein, ça aurait pu être grand 1, document 1, grand 2, document 2, puisqu'ils ont deux points de vue opposés. Très bien, c'est tout à fait acceptable. Ça risquait d'être un peu déséquilibré. Il y a plus de choses à dire peut-être sur le J'accuse que sur la caricature. Donc moi, je vous propose un autre plan qui est grand 1, donc, puisqu'il faut montrer en quoi la presse influence, joue un rôle dans l'affaire Dreyfus. Donc la presse construit des points de vue opposés, donc deux points de vue opposés sur l'affaire, un point de vue d'extrême droite, un point de vue anti-Dreyfusard, un point de vue Dreyfusard. Et puis, dans un grand 2, montrer comment les deux auteurs, les deux documents, ont des stratégies de communication, essaient de convaincre, hein, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils disent ce qu'ils disent, pour essayer de convaincre le public. C'est un petit peu compliqué, mais en fait, vous allez voir, ça peut se faire assez simplement. Alors, comment il faut construire un brouillon d'études critiques de doc? Et bien moi, je vous propose toujours de faire 4 colonnes. Je baille un peu, c'est la 5e fois que j'enregistre cette émission et cette vidéo, et ça n'a pas marché maintenant 4 fois. Donc, 4 colonnes, surtout 5, pardon, si vous avez 2 documents. Hein, parce qu'il va falloir prendre des éléments des documents, puis les expliquer avec des connaissances extérieures. Donc, j'ai dit 60-70%. Il ne faut pas faire de la paraphrase longue des documents. Il faut aussi montrer en majorité que vous êtes capable d'aller chercher des idées dans votre cours. S'il y a 2 documents, il faut forcément les mettre en relation à un moment dans la copie, d'où l'intérêt de mon plan. À chaque fois, ils vont être en corrélation, en opposition. Et puis enfin, il va falloir critiquer les documents, critiquer le point de vue de l'auteur, nuancer peut-être l'importance qu'on leur a donnée, montrer que vous avez compris quelle est la position de l'auteur et que vous vous en méfiez. D'accord? Alors évidemment, là, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, de tout construire, mais il y aurait 2 sous-parties. Moi, je partirais du document 2, justement, dans les 2 points de vue opposés, puisque c'est au départ de l'affaire les journaux d'extrême droite qui vont lancer l'affaire, les journaux d'extrême droite qui sont dominants pendant très longtemps dans l'influence sur l'opinion publique. Donc, je commencerai par une vision antisémite et anti-parlementaire, donc c'est la libre parole. Et puis, donc on expliquerait quel est le discours antisémite de la caricature et quel est le contexte justement du début de l'affaire. C'est dans ce contexte qu'on va accuser Dreyfus d'avoir été à l'origine du scandale d'espionnage, que donc on peut raconter dans les connaissances extérieures le début de l'affaire et puis aussi montrer l'importance de cette presse et du nationalisme en France. Puis dans un deuxième temps, on irait étudier le texte de Zola en décortiquant les différents arguments, la condamnation de l'armée. On ne peut pas rentrer dans le détail et on n'attend pas des élèves qui connaissent le détail de l'affaire, mais il faut rappeler à quel point donc, Zola accuse l'armée d'avoir regardé ailleurs pour ne pas se dédire. Et tout ça, on peut le raconter à partir de ses connaissances. Alors, plus compliqué, une fois qu'on a fini ce travail, donc de partir des documents, puis d'élargir avec les connaissances, je vais vous montrer un exemple de paragraphe un petit peu plus tard, eh bien, il faudrait qu'on critique les documents, le point de vue de l'auteur. Alors, cette critique, elle peut se faire au début de la copie, elle peut se faire au fur et à mesure de la copie, à chaque partie, ou elle peut être conservée pour une dernière partie de critique entière, si vous en avez suffisamment, ou intégrée
à la conclusion. Bon, ici, on peut terminer notre partie en disant que justement, quand on voit une telle opposition de la presse sur la question de l'affaire Dreyfus, on se rend compte que la presse joue le rôle de catalyseur, de polarisateur entre deux France, une qui va majoritaire d'ailleurs, c'est notre deuxième critique, une qui va critiquer le capitaine Dreyfus, le condamner, et une qui va essayer de le défendre. Et donc c'est difficile pour les citoyens de se faire une idée entre dans cette presse d'opinion. Et deuxièmement, il faut rappeler que si nous, aujourd'hui, on sait l'importance et la véracité du texte d'Émile Zola, du J'accuse, eh bien, il faut rappeler qu'à l'époque, pourtant, ce n'est pas un texte qui va être lu majoritairement en France, ce n'est pas un texte qui va être approuvé majoritairement en France. On va d'ailleurs critiquer Zola pour son style trop agressif, trop... Et il faut rappeler, vous voyez, c'est une forme de critique, de nuance du document, qu'en réalité, le point de vue de Zola est minoritaire à l'époque, et va le rester pendant longtemps, et que d'ailleurs Zola va avoir beaucoup de problèmes. Ok, donc on ferait une transition qui dirait que justement, on a bien vu que la presse joue un rôle important, et puis que, tiens, on pourrait se demander comment elle essaye de convaincre, quelles sont les stratégies de communication, la force de la presse écrite pour convaincre les lecteurs. Alors là, on ferait quelque chose où vous pourriez arrêter la vidéo puis regarder un peu le plan en détail. Moi, je vais passer. On pourrait parler donc des clichés, des méthodes, des raccourcis d'une mauvaise presse d'extrême droite. On peut opposer deux journalismes, finalement, deux façons de faire de l'information. Dans cette deuxième partie, une façon people, sensationnaliste, trompeuse, le journalisme de la fake news de l'extrême droite qui existe encore aujourd'hui. Ce n'est pas la caricature qui est le problème, c'est ce qu'elle dit. La caricature peut être une forme d'information très intéressante. Donc, on pourrait dire ça dans un premier temps. Et puis, l'opposer au journalisme de Zola, qui a d'ailleurs été journaliste, comme je vous le disais, et qui, lui, argumente, évoque point par point les grands problèmes du procès, s'est renseigné auprès des proches de Dreyfus, sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Donc, un journalisme qui respecte une certaine déontologie face à les revues d'opinion d'extrême droite, ce qu'elles veulent. On le voit bien en ce moment avec l'extrême droite, par exemple en Espagne ou en France, sur la crise du coronavirus. Il faut lancer un maximum de fausses informations pour essayer de déstabiliser le gouvernement et les dirigeants. Et donc, cette deuxième partie, vous voyez, de façon un peu intéressante, finalement, peut reprendre des éléments du cours pour montrer qu'il y a différentes façons de faire du journalisme, une façon honnête, avec des valeurs, qui respecte une certaine méthode, et puis une façon plus sensationnaliste. On pourrait en tout cas aussi, dans cette partie, comme je le mets dans le tableau, montrer que de toute façon, c'est cette presse écrite qui a le plus d'impact sur la population, puisque c'est le seul média à l'époque, et on pourrait, sans tomber dans la dissertation, mais rappeler que justement, l'importance de la presse écrite, c'est qu'elle est lue de plus en plus, parce que les gens savent plus lire, parce qu'il y a eu des progrès techniques comme la linotypie, la rotative, on produit des journaux en masse, il y a des médias de masse, et que donc, on a dit les causes, on pourrait donner quelques chiffres, quelques journaux tirés à plus d'un million d'exemplaires, et donc voilà comment on peut construire une copie qui, donc, par des documents, élargie avec les connaissances, revient au document. Alors justement, je vais montrer comment on peut présenter cette copie. On a bientôt fini. Eh bien, donc il faudrait rédiger une fois qu'on a fait son tableau et son plan. Le tableau, là j'ai fait simple, il peut être plus précis avec un grand A, un grand B, un grand C dans chaque partie, petits morceaux des documents, connaissances extérieures, mais là ça marche, le plan, on peut le rédiger, on aurait une feuille double, 4 à 5 pages sans trop de problèmes. Eh bien, donc ça se présente comme une composition, comme une dissertation, une copie d'étude critique de doc. Dans l'introduction, il va falloir définir les mots-clés, il va falloir problématiser le sujet et donc annoncer un plan. Par contre, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait de la présentation? Alors, il y a deux possibilités pour la présentation. Soit, si vous avez un seul document, si votre présentation finalement n'est pas si longue que ça, vous n'avez pas tant de choses à dire, des documents d'auteur inconnu, eh bien, vous la mettez en introduction. Soit, vous faites tout simplement un axe qui serait la présentation des documents. Et vous l'annoncez dans votre plan, vous dites, eh bien, dans une première partie, nous présenterons les documents. Il sera important de présenter les documents pour éviter le nous. Puis, dans un deuxième axe, nous montrerons comment deux opinions s'opposent sur l'affaire Dreyfus
à travers ces deux documents, et enfin, quelles sont les stratégies dans un troisième axe de communication, de conviction, quel style de journalisme donc, démontrent ces deux documents sur l'influence de la presse dans l'affaire Dreyfus. Ok, on ferait une transition obligatoire entre chacun des axes, et puis on arriverait à la conclusion, dans une conclusion d'étude critique de doc. Il faut, comme en dissertation, répondre à la problématique. C'est là où on pourrait dire que justement les documents sont très intéressants, sont peu intéressants, ont été bien choisis, mal choisis, sont représentatifs de cette époque. Et enfin, il faudrait faire une ouverture sur, par exemple, l'importance de l'affaire Dreyfus dans l'histoire de France, dans la présence des Juifs en France, dans l'histoire de la République, etc., etc. Et puis pour terminer, c'est un sujet que j'ai donné, donc j'ai pris un paragraphe d'une élève que j'ai un petit peu retouché, amélioré, mais c'est la preuve qu'on peut parfaitement y arriver. Et je voudrais vous le lire et que vous compreniez comment on construit son paragraphe et comment on raisonne en étude critique des documents. Je le lis et après j'explique les couleurs. Ce serait donc le début dans notre tableau, le début de la première partie, donc sur le deuxième document. Quelle est la position du deuxième document sur l'affaire Dreyfus? Le deuxième document est tiré d'un des principaux médias au cœur de l'affaire, la libre parole, de Drummond, auteur d'un best-seller, La France juive, en 1885, un best-seller antisémite. Ce journal anti-Dreyfusard recourt souvent à la caricature à la une de ses exemplaires. Sur celle-ci, il est possible de distinguer Jean Jaurès, homme politique français, Dreyfusard et socialiste, soutenant un journal avec le portrait de Dreyfus, signalant que l'on vend pour la cause des Dreyfusards les affaires du capitaine dégradé. Jaurès se tient face à une foule de poires et à ses pieds se trouve une boîte pour des donations pour les Juifs. Il s'agit donc d'une caricature qui attaque les Dreyfusards et est antisémite. Les Juifs sont montrés ici sous leur stéréotype de commerçants obsédés par la richesse et qui profitent de chaque occasion, même lors d'une dégradation militaire d'un Juif, d'un des leurs, pour faire de l'argent. On retrouve donc le cliché antisémite économique de l'appât du gain qui, selon l'extrême droite en essor à l'époque, caractérise les Juifs. Il y a aussi un relent d'antisémitisme religieux avec l'allusion à l'eau du Jourdain en Palestine, renforçant aussi l'idée d'un complot juif international, fantasme que nourrit l'extrême droite française à l'époque. La caricature était ainsi souvent utilisée pour atteindre un public plus nombreux, car même si la France était en pleine croissance d'alphabétisation, il était plus facile d'attirer une partie de la population par ses dessins humoristiques et simplifiés, et surtout les lecteurs d'extrême droite, avides de raccourcis et d'insultes racistes. Voilà un premier bloc. Il n'est pas complètement complet, on aurait pu dire plus de choses, mais c'était surtout pour montrer comment ça marche. Il faut, à tout prix, partir du document, donc citer des éléments du document qui vont répondre à la problématique. On cite précisément un passage, un élément d'un dessin, un passage entre guillemets du texte. Puis on va élargir couleur bleue, on mobilise ses connaissances, des connaissances précises du cours pour expliquer le document. Ici, c'est donc ce qu'on avait dit sur l'antisémitisme économique, l'antisémitisme religieux, l'essor de l'extrême droite à l'époque. On va apporter des informations qui vont enrichir notre analyse. Donc, on part du document, on analyse en contextualisant avec des connaissances extérieures qui sont dans le cours, on montre en quoi tout ça répond à la problématique. Et donc, dans Hello Rouge, ce serait la caricature. Donc, c'est un petit peu la réponse, l'interprétation de tout ça, la réponse à la problématique. On montre en quoi l'analyse, ce qu'on vient de faire, répond à la problématique. Ici, le rôle de la presse qui est d'impacter le public. Donc, on part du document, on reste accroché au document sans jamais faire que de la paraphrase du document. Ça ne va pas aller. On part vers les connaissances, mais on ne part pas non plus dans une dissertation. On revient systématiquement au document. Pour certains profs, ils disent que l'étude critique de doc, c'est comme un accordéon, on ouvre le document, ou comme un sandwich, on ouvre le document et on va faire intervenir des connaissances pour expliquer le document, comme une espèce de feuilleté. Voilà. Quand on a compris ça, cette espèce d'aller-retour, on part du document, on va vers les connaissances extérieures, on revient au document,
eh bien, on peut faire une excellente étude critique de documents. Voilà, chers élèves, je vous laisse après cette longue explication corrigée en vidéo que j'avais envie de faire, parce qu'elle peut rester comme ça pour d'autres années. Et eh bien, je vous souhaite d'aller vaquer à d'autres occupations, tout au moins, ou peut-être même plus intéressantes que cette démonstration méthodologique. À bientôt.